continuer à produire cette contradiction de vouloir moderniser leur société au nom de la rupture avec l'univers symbolique de la culture musulmane. La langue française reste en Algérie et le nombre de lecteurs que vous avez vus dans cette salle de lecture, qui sont en majorité des jeunes, vous les avez vus lire en français et c'est une preuve que la langue française reste et restera pour nous une langue de culture internationale importante. Donc, la seconde temporalité de l'islamisme, ce sont des gens qui vont dire l'indépendance, ça a servi à rien. Nos pouvoirs indépendants, nos élites indépendantistes répandent la langue française encore plus qu'avant et s'en prennent avec une vigueur renouvelée aux expressions institutionnelles de la culture musulmane dont nous estimions que cette indépendance aurait dû la rétablir dans ses droits. Les concessions successives faites par le régime en place ne suffiront pas à enrayer la montée en puissance des islamistes. Désormais, les démocrates sont pris en tenaille entre un islamisme conquérant et une dictature militaire usée par près de 3 décennies de règne sans partage. Nourri du mécontentement populaire, l'islamisme se développe à l'ombre des mosquées et finit par prendre la rue. L'islamisme a été une forme de protestation contre un gouvernement où régnait la corruption, l'autoritarisme, qui n'avait plus de raison d'être, puisque au fond, les Algériens s'étaient révoltés en partie, pour vivre un régime, sinon démocratique, au moins de liberté, de discussion, à la méditerranéenne, si j'ose dire. Pas à la française, mais à la méditerranéenne. Les Algériens n'ont jamais eu de chance, ils n'ont jamais pu avoir d'élections libres. Des émeutes de jeunes contre le chômage et la vie chère en octobre 1988 sont réprimées dans le sang. Elles sonnent le glas du parti unique. Le FIS, le Front islamique du salut, est créé par un vétéran de la lutte anticolonialiste, Abbassi Madani, et un jeune imam radical, Ali Belhadj, qui rêve de prendre le pouvoir par les urnes, mais continue à appeler au djihad. Parmi les militants du nouveau parti islamiste, quelques centaines d'Afghans, appelés ainsi car tout juste rentrés de l'Afghanistan où ils ont mené le djihad contre les soviétiques. Ces djihadistes ne croient pas en la démocratie. Le peuple, lui, attend des jours meilleurs, et c'est le Front islamique du salut qui nourrit pour l'heure cet espoir. Les meetings islamistes tournent aux démonstrations de force. Madani et Belhadj, mis en prison, c'est le jeune fils de l'imam radical qui exhorte les militants lors d'un meeting électoral. En moins de 2 ans, le Front islamique du salut remporte les élections locales, puis le premier tour des législatives et s'apprête à remporter une très large majorité à l'Assemblée nationale. L'armée et le gouvernement décident d'annuler ces premières élections libres dans le pays et interdisent le FIS. L'Algérie bascule alors dans une spirale sanglante. Répression et terrorisme, meurtres et enlèvements, attentats et exécutions, qui fait des centaines de milliers de victimes, des civils pour la majorité. L'horreur traverse la Méditerranée pour frapper la France en 1995. En quelques mois, 8 attentats font une dizaine de morts et plus d'une centaine de blessés. Le déclenchement de la première intifada en 1987, appelée la guerre des pierres, est un véritable tournant dans ce conflit avec Israël
qui alimente depuis plus d'un demi-siècle le ressentiment arabo-musulman. Ce soulèvement de la jeunesse palestinienne libère ses dirigeants de la tutelle des pays arabes. Deux hommes de guerre, un ancien général de Tzahal, Yitzhak Rabin, et un commandant en chef des Fédayines, Yasser Arafat, signent la paix en 1993. Arafat rentre dans son pays et crée l'autorité palestinienne, embryon d'un État reconnu sur la scène internationale. Les premières années, le monde arabe a refusé la création d'Israël. Mais aujourd'hui, 50 ans après, la plupart des Israéliens sont nés en Palestine. Donc il n'est pas question de leur demander de partir, c'est terminé. Donc le monde arabe accepte la naissance de l'existence d'Israël, mais dans ses frontières légales, reconnues internationalement, c'est-à-dire qu'il reste 22% du territoire anciennement palestinien, qui sont les deux régions de Gaza et de Cisjordanie, et ces 22% au moins, laissons-les aux Palestiniens, les originaires de ce pays. L'idée d'une paix durable n'a pas fait long feu. L'autorité palestinienne est très vite embourbée dans des difficultés économiques et la corruption. Et la violence n'a jamais cessé entre Israël et les Palestiniens. C'est dans ce contexte qu'une deuxième intifada est déclenchée en 2000. Le parti laïque de Yasser Arafat, le Fatah, est très vite pris de court par un parti islamiste, le Hamas, qui prend la tête du soulèvement. À mesure que l'intransigeance palestinienne d'un côté, l'intransigeance israélienne de l'autre, ont abouti à toutes les faillites de la paix qu'on connaît, où il y a eu quand même 3-4 guerres pour détruire Israël, et puis 3-4 refus d'Israël de donner des terres ou d'abandonner les territoires occupés, etc. À partir de ce moment-là, disons que le mouvement palestinien s'est islamisé par la force, en ce sens qu'Arafat a compris que l'avenir du peuple palestinien, c'était le soutien du monde islamique, et non plus seulement du soutien du monde. Yasser Arafat meurt sans voir la naissance d'un État palestinien dont il a rêvé. Il laisse une terre où l'horreur le dispute à l'horreur, attentat suicide d'un côté, répression aveugle de l'autre. Les islamistes du Hamas vont désormais incarner aux yeux des Palestiniens la résistance face à Israël. En 2006, ils remportent les élections législatives organisées par l'autorité palestinienne à Gaza et en Cisjordanie. De Gaza en Cisjordanie, des scènes de liesse populaire ont accompagné la victoire du Hamas. Une victoire fracassante. 76 sièges au Parlement palestinien contre 46 pour le Fatah. Elle n'est pourtant pas épargnée par le conservatisme religieux qui touche tous les pays musulmans. La Turquie, qui a connu des régimes autoritaires et des dictatures militaires, fait face depuis une trentaine d'années à un retour en force de l'islam. On voit, à partir des années 80, l'islam plus urbain. C'est plutôt, disons, des jeunes qui ont eu accès à l'enseignement supérieur dans les universités. Et donc, ce nouveau visage de l'islam des années 80, c'est plus urbain, plus éduqué et plus radical en même temps. Donc, comment on l'explique? Je pense d'abord que le cas turc nous donne des clés d'analyse sur l'islam qui sont un peu différents de ceux qu'on a employés pour le monde arabe, par exemple. On disait parce que il y a des problèmes de crise économique à cause des systèmes politiques en place qui sont du pouvoir autoritaire, les impies, etc. Donc on pensait en termes de pouvoir politique en place. Depuis 2002, un parti islamiste, le Parti pour la justice et le développement, l'AKP, semble dominer la scène politique et remporte plusieurs élections successives. Hier soir, dans les rues d'Ankara, les supporters de Recep Erdogan... Recep Erdogan, son leader, n'a pas toujours été pour une réelle séparation de la religion et de l'État. L'armée et l'opposition laïque nationaliste veillent à l'héritage d'Atatürk. La Turquie a vu arriver au